Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Étape revigorante en Norvège aujourd'hui. Tout au nord du pays, il n'y a guère que les pêcheurs qui aient le courage de braver la solitude et la rigueur du climat. Ces hommes, ce sont les héros d'un auteur lui-même pêcheur. Roy Jacobsen sera avec nous dans l'inspiration. Au Vanuatu, sur l'île de Tanna, on hisse le drapeau américain tous les vendredis. Pourquoi ? Pour honorer un certain John Frum, un prophète bien mystérieux qu'on essaiera de cerner dans l'héritage. John est un esprit et il est apparu dans un corps comme le nôtre pour nous parler. Et il réapparaîtra. Un jour, il reviendra. Il suffit de les voir dans leur nid pour savoir qu'on est en Alsace. Avec les œufs non pas de ces cigognes, mais des poules du jardin, nous découvrirons la recette des Dampfnudeln, un petit pain cuit à la vapeur. Tu vois là, on n'entend plus que les mouches voler, ça veut dire que c'est réussi. Enfin, c'est le dernier voyage de Charles Quint que nous accompagnerons ici au monastère de Yuste. Charles Quint qui a pu assister à ses propres funérailles. Un miracle ? Pas si sûr, ce sera l'incontournable. Notre devinette aujourd'hui nous amène en Auvergne. Savez-vous pourquoi les petits Auvergnats ont longtemps eu peur de se baigner dans la Sioule ? Cette rivière qui traverse les hauts plateaux de Combrailles est puissante et parfois tumultueuse. Mais ce n'est pas à cause du risque de noyade que la Sioule a fait peur aux plus jeunes. La réponse, ce sera en fin d'émission. Alors, ce n'est pas dans la Sioule qu'on a trouvé ce poisson, mais en Norvège. Ça sent quand même très très fort. Hein. De l'amour qui aurait pu être pêché par l'écrivain Roy Jacobsen. En haute mer, il n'a pas pris, cela dit, que des poissons dans ses filets, mais aussi une sacrée inspiration. On le retrouve justement à bord, du côté du Helgeland. Bienvenue dans mon paradis. Cela a été ma vie tous les étés durant mon enfance et maintenant je suis de retour chez moi. Son paradis, une myriade d'îles et d'îlots qui s'étendent dans les eaux émeraudes de l'océan Arctique. Sur la côte du Helgeland, dans le nord de la Norvège, c'est ce paysage livré à la rudesse des éléments que l'auteur norvégien Roy Jacobsen choisit comme décor pour son roman Les Invisibles. Publié en 2013, traduit dans 28 langues, il est le premier volume d'une saga consacrée à la famille Barrøy et à son héroïne Ingrid. Jacobsen met à l'honneur ces paysans pêcheurs du début du XXe siècle, ceux qui, au péril de leur vie, ont été la colonne vertébrale de l'économie norvégienne. Il braque ainsi la lumière sur une Norvège longtemps restée oubliée, celle de ses ancêtres. C'est ce qui m'a donné l'idée d'appeler ces gens les invisibles, car personne ne s'intéressait à eux. Et pourtant, ce sont de véritables magiciens qui assurent la vitalité du pays. Ils méritent donc un roman, 4, peut-être même 5. Je n'ai pas encore décidé. Barrøy a l'air d'une pierre noire posée sur l'horizon. À l'instar de bien des îles du coin, une poignée de gens qui cultivent une fine couche de terre et pêchent dans les profondeurs de la mer, enfantent des jeunes qui grandissent et cultivent la même terre et pêchent dans les mêmes profondeurs. Composé de deux mots nordiques anciens, bar, qui signifie nu, et œil, l'île, Barrøy sort de l'imagination de Jacobsen. Elle pourrait être l'une de ces milliers d'îles où vivaient les familles de pêcheurs jusqu'au milieu du XXe siècle. Cette terre de contraste, où la beauté des paysages tranche avec la brutalité du climat, l'auteur, né en 1954 à Oslo, la connaît bien. Il passe tous les étés de son enfance ici, chez ses grands-parents pêcheurs. Ils doivent s'adapter à tout. Ils doivent connaître la nature sur le bout des doigts, comme une extension de leur propre corps. Ils vivent tout le temps dehors, ils en dépendent. La nature définit leur humeur, leur économie,
et les force à grandir, les force à se dépasser. Nous faisons partie de la nature à un degré qui est très très difficile à comprendre pour les gens d'aujourd'hui. À Barreuil, au début des années 20, vit la seule et unique famille de l'île, celle d'Hans et Maria. Les pieds ancrés dans la terre et le regard tourné vers la mer, ils mènent avec leur fille Ingrid une vie de dur labeur. Dès l'enfance, chaque membre de la famille doit apprendre à survivre dans cet environnement inhospitalier. Il faut savoir cultiver, élever et surtout pêcher. Il n'y a pas sur cette terre d'enfant de 12 ans qui sache faire plus de choses qu'Ingrid. C'est une fille de la mer qui ne voit pas les vagues creuses comme un danger ou une menace, mais presque toujours comme un chemin et une solution. À travers le personnage d'Ingrid, Jacobsen s'attache à faire émerger de l'ombre l'histoire des femmes de l'archipel. Des destins invisibles, chers à son cœur, comme celui de sa mère. Ma mère est originaire de ces îles. C'était une femme forte. Même si elle savait à peine lire et écrire, c'était une femme très intelligente. Elle était descendante de 3 ou 4 générations de femmes qui n'ont pas eu la possibilité de s'instruire, de s'élever dans la société. Mais c'était une femme très compétente. Elle trouvait des solutions à tout. Il est naturel pour moi de m'identifier à des gens qui me ressemblent, à des gens qui luttent contre l'injustice sociale. Les frontières de ces îles sont autant de murs qui séparent et isolent les habitants du reste du continent. Un monde extérieur pour qui les Iliens ne représentent rien. John Ove Ottesen, un ami de Roy Jacobsen, en sait quelque chose. Sa famille vit ici depuis 20 générations. Quand vous êtes sur le continent et que vous regardez la mer par temps de brouillard, d'obscurité, de neige ou de pluie, vous ne verrez pas cette île. Pourtant, nous sommes là, nous, les Iliens. Le titre « Les Invisibles » me parle, parce que l'histoire de ces îles a été occultée. Qui s'en soucie? Les gens ont oublié ces endroits. Dans ce genre de lieu, on fait partie à moitié des vivants et à moitié des morts. C'est la dure réalité. À l'âge de 20 ans, Jacobsen quitte le confort d'Oslo pour rejoindre les communautés de pêcheurs d'Helgeland. Salut! Salut, comment ça va? Ça fait au moins 100 ans qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment heureux de te voir. Pendant 4 années, il pêche dans ces eaux glacées qu'il connaît par cœur. Il éprouve le grand frisson et se met en danger, comme son grand-père et son oncle avant lui. Un apprentissage qui va forger son écriture. Les Iliens mangeaient du colin parce qu'il se vend moins cher que la morue. La morue est beaucoup plus onéreuse. On ne mange pas de l'argent comme on dit ici. On mange celui-ci et on vend la morue. Ça, c'est de la sagesse. Cette histoire, c'est aussi celle de la morue. Nous en vivons depuis le Moyen-Âge. Ma famille tirait sa subsistance de ces eaux. C'étaient tous des pêcheurs. C'était important pour toutes les familles qui vivaient ici. C'était leur mode de vie. C'était leur profession. C'étaient des artistes. Ils géraient la mer, ils géraient l'équipement, ils géraient tout. Chaque enfant apprend cela dès le plus jeune âge, non pas en se le faisant expliquer, mais en regardant les gestes de leurs parents. De janvier à avril, Ingrid voit son père s'éloigner durant de longs mois pour rejoindre les communautés de pêcheurs des îles Lofoten. Des voyages teintés de tristesse et de résignation. Les Lofoten ne sont pas un endroit dont on revient nécessairement sain et sauf.
la mort est une loterie. Il n'y a pas de cimetière avec autant de croix sans corps que ceux que le Seigneur a en sa garde le long de cette côte. Beaucoup de pêcheurs ont perdu la vie lors de la saison des pêches. Certaines statistiques sont terribles. Lorsque les hommes quittaient l'île, les femmes restaient sans savoir si elles les reverraient un jour. Et à leur retour, quand ils pouvaient apercevoir l'île où ils vivaient, ils hissaient sur leur mât un drapeau norvégien, ce qui signifiait qu'ils étaient tous revenus vivants. Ce retour était comme une fête, un recommencement. L'île renaissait chaque année quand les hommes revenaient. Que les hommes soient présents ou absents, les femmes sont le moteur de Barreuil. Dans le sud du Helgeland, l'archipel de Vega apparaît aux voyageurs telle une constellation d'îles. Une région où, depuis des siècles, les femmes prennent leur destin en main. Dans la fresque historique déployée par Jacobsen, Maria, la mère d'Ingrid, se bat pour maintenir des savoir-faire et des traditions comme celle de Leder. Ce canard migrateur revêt pour elle un caractère presque sacré. À la base, ce sont des oiseaux sauvages. Mais au fil des générations, ils ont compris que les humains pouvaient leur assurer une certaine sécurité. C'est pour cela qu'ils rentrent de la mer tous les printemps et qu'ils utilisent des maisons pour couver. La tradition des Edder était une industrie très importante sur les îles. Les œufs et le duvet d'Edder sont alors une source de revenus non négligeable qui ne profite qu'aux femmes. À cette époque, c'était la seule possibilité pour elles de gagner de l'argent. Dans cette saga familiale, Jacobsen s'attache à décrire ce que l'on ne voit pas. Les gestes discrets de ces femmes qui peu à peu disparaissent. On voit dans le livre de Roy Jacobsen qu'Ingrid apprend dès son enfance toutes les tâches qu'il faut savoir accomplir pour survivre sur une petite île. Depuis toute petite, elle avait l'habitude de s'asseoir avec sa mère pour nettoyer le duvet d'Edder. Si on le tient contre son visage, on sent une chaleur aussi douce qu'impérissable. On peut le serrer dans sa main et découvrir soi-même que ce n'est que de l'air. Il suffit de rouvrir la main pour qu'il se gonfle comme un nuage gris, comme si de rien n'était. Ces traditions, les Barreuil souhaitent les préserver le plus longtemps possible. Mais à partir de l'entre-deux-guerres, la crise frappe la Norvège et s'infiltre jusque sur leur petite île. À 16 ans, Ingrid se voit obligée de quitter pour la première fois sa terre, direction le continent. Dans le petit village de Jota, les demeures cossues des bourgeois rappellent à la jeune fille le rang qui est le sien, celui d'une domestique embauchée chez un riche commerçant. Madame Thomesen et ses enfants attendent Ingrid quand elle descend du bateau au quai de l'usine. Ingrid porte sa petite valise, monte la colline, elle s'éloigne de la mer, des bruits qui déchirent le cœur et pénètrent dans le silence. C'était courant pour les familles et les familles pauvres d'avoir beaucoup d'enfants et de les envoyer travailler car il fallait tous les nourrir. Et les familles riches étaient à la recherche de jeunes filles comme celles des îles isolées car elles étaient plus dociles et innocentes. Pour Ingrid, c'était comme découvrir un autre pays. Il y avait le contraste de la richesse et de l'immensité du lieu, mais aussi la langue. Même si le norvégien était la langue utilisée, ici on parlait une langue plus sophistiquée, alors que les insulaires parlaient un patois et avaient une façon de s'exprimer plus familière. C'était un véritable apprentissage pour elle. La bouche close, Ingrid comprend qu'une barrière plus puissante que celle des flots
sépare l'île de Barreuil de ce monde. Une prison dorée où rien de ce qu'elle est n'a le droit d'exister. Ces filles étaient traitées comme si elles étaient invisibles. On les encourageait à être aussi invisibles que possible, à rester dans l'ombre et à faire ce qu'elles étaient censées faire, et c'est tout. Lentement, Ingrid voit s'évanouir un monde qu'elle avait fantasmé. Jamais on ne l'autorisera à devenir autre chose que la fille de Barreuil. Elle retourne sur cette île qui la rappelle à elle, telle une malédiction. Nul ne peut quitter une île. Une île, c'est un cosmos en réduction, où les étoiles dorment dans l'herbe sous la neige. Mais il arrive que quelqu'un essaie. De la morue rapportée de Norvège et du duvet doux comme un baiser. À ce propos, vous savez pourquoi on s'embrasse sous le gui au Nouvel An? C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. 3, 2, 1 et bonne année! C'est la tradition, s'embrasser sous le gui pour entrer dans la nouvelle année. Mais pourquoi le gui? C'est une saloperie, une plante invasive qui squatte les autres plantes pour pousser en suçant leur sève comme un vampire. Et donc, les petites baies blanches sont toxiques pour l'homme. Pourquoi pas s'embrasser sous un chardon ou une amanite phalloïde tant qu'on y est? En plus, le gui est du genre quasiment increvable. Mieux que les arbres plantés à la Sainte-Catherine, quand il a pris racine, rien ne lui fait peur. Même pas l'hiver scandinave. Il reste bien vert sous la neige quand les températures sont largement en dessous de 0. C'est d'ailleurs dans la mythologie nordique qu'on trouve le premier baiser sous le gui. Tout commence avec Frigg, la femme d'Odin. Comme beaucoup de parents, elle fait tout pour éviter les bobos à son fiston. Et quand on est une déesse, on peut faire beaucoup. Frigg va donc voir tous les éléments de la nature en leur disant « S'il vous plaît, ne blessez pas mon fils Baldur ». Baldur, c'est un dieu qui compte, un peu comme un couteau suisse mythologique, à la fois dieu de l'amour, de la lumière, de la beauté, de la jeunesse et du bonheur. « Ok, t'inquiète », lui répondent tous les éléments de la nature, « on ne touchera pas à un seul de ses cheveux. Sauf le gui, que Frigg a oublié d'aller consulter. C'est ballot, et ça ne rate pas. Loki, qui est le plus fourbe des dieux, fabrique une flèche avec du gui, il file un arc et cette flèche au frère de Baldur, Audre, qui est aveugle. Vous voyez le tableau? Évidemment, Baldur se prend la flèche et meurt, mais heureusement, maman est là. Aidée par d'autres divinités, elle ressuscite son fils avec tout son amour de mère. Le gui devient un symbole d'amour sous lequel il faut s'embrasser. Et là, vous vous dites « Ah ok, c'est pour ça qu'on s'embrasse sous le gui le 1er janvier !» Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas non plus à cause des druides qui grimpaient aux arbres pour les cueillir. On devrait cette tradition aux Anglais. Avec la boule de gui appelée kissing ball, la boule à baiser, selon la coutume populaire au départ, la jeune femme qui acceptait un baiser sous le gui était promise à un mariage dans l'année, une tradition qui se serait répandue peu à peu dans toutes les couches de la société anglaise avant de s'étendre en Europe. Allez, bonne année. Vous faites quoi vendredi prochain? Parce qu'au Vanuatu, à des milliers de kilomètres de chez nous, on a l'habitude de se retrouver autour d'un feu de camp et de chanter jusqu'au petit matin pour honorer l'esprit d'un certain John Froome. C'est l'héritage. Tambour souterrain, voix des défunts, voix des anciens. Sur l'île de Tanna, au Vanuatu, en plein cœur du Pacifique, des chants sortent de la forêt, de la profondeur de la terre. La cérémonie dure la nuit entière, parfois jusqu'à la transe. Chaque vendredi soir, les habitants du village se réunissent pour célébrer un culte étrange, celui d'un mystérieux prophète répondant au nom de John Froome. Il serait apparu en 1939, aurait prédit la guerre du Pacifique, l'arrivée des troupes américaines et avec elles la richesse pour les habitants.
Depuis, et presque 100 ans plus tard, le culte de John Froome conserve sa vigueur dans ce petit État indépendant du Vanuatu. Tous les jours, ses adeptes hissent le drapeau et chaque année, ils défilent vêtus en jean, les lettres USA peintes en rouge sur le torse. Pour les non-initiés, ces pratiques suscitent souvent l'amusement. Mais face au volcan Yasur, la bannière étoilée est devenue un très sérieux symbole de résistance culturelle. Dans cette ancienne colonie, partagée jusqu'en 1980 entre la France et la Grande-Bretagne, l'Église et l'administration ont longtemps interdit les coutumes ancestrales qui ont bel et bien failli disparaître. Le culte de John Froome témoigne ainsi de cette extraordinaire capacité des hommes de Tanna à puiser dans le mythe et le rêve la force de surmonter la tragédie de leur histoire. Ce qui émane de Tanna, c'est une impression de mystère à chaque pas. Dans l'est de l'île apparaît Port Résolution. C'est là qu'accoste en 1774 le premier colon européen, le navigateur anglais James Cook. Un siècle plus tard, à la fin du 19e, Tanna devient le théâtre d'un violent programme d'évangélisation de la part des colons occidentaux. Quand ils sont arrivés, ils ont voulu convertir notre peuple au christianisme très rapidement, parce qu'ici, personne ne connaissait cette religion. On suivait la coutume, on avait notre culture. La coutume, c'est une manière d'être au monde. Un ensemble de règles transmises oralement qui dictent les moindres gestes quotidiens comme les événements importants de la vie. En 1905, la loi de Tanna, proclamée par les missionnaires occidentaux, vise à éradiquer dans son entièreté ce qui fait l'identité de ce peuple et impose par tous les moyens une seule et unique religion. C'est comme ça que l'île a été convertie au christianisme, au fur et à mesure. Les missionnaires se sont servis des locaux pour enrôler d'autres locaux, des policiers d'ici, des agents de sécurité qui se sont mis à espionner. Par exemple, quand tu buvais du kava, ils venaient t'arrêter et ils te conduisaient en prison. Le kava, symbole de l'identité tannaise, est une plante cérémonielle millénaire transformée en breuvage. Au début du 19e siècle, elle est prohibée, comme toutes les croyances, les rites et les danses. La répression est d'une violence inouïe. La délation divise la population, mais cette dernière prend néanmoins conscience que sa culture est en voie d'être annihilée. À l'époque, les habitants se sont enfuis en partant chacun de leur côté. Ils se sont éparpillés, ils ont été attaqués, et certains sont morts. Une guerre a éclaté. Les habitants ont utilisé des massues, des lances et d'autres armes de ce type pour défendre leurs droits, car c'était leur terre. Ils se sont battus pour leurs droits. Ils ne se sont pas battus contre le christianisme, mais contre cette loi qui les maltraitait. Ces événements sont encore dans les mémoires des anciens. C'est en chacun de nous. On sait ce qui s'est passé. Personne n'a oublié. C'est loin de ces lieux de violence, à Green Point, situé au sud de Tanna, qu'un culte prend soudain naissance. Un esprit prophétique revêtant une forme humaine apparaît un jour de 1939 à un habitant. Son nom, John Froome. John Froome n'est pas un Américain. Et il ne vient d'aucun pays. John Froome est un esprit qui a répondu aux besoins identitaires des habitants de Tanna pour qu'ils puissent être en accord avec leur culture. Il est apparu en tant que messager pour dire « Vous devez préserver votre coutume et votre culture ». Et il a prédit aux anciens « Il y a de nombreux pays dans le monde, mais vous ne pouvez faire confiance qu'à la France et aux États-Unis. Ce sont les deux seuls qui pourront défendre votre coutume et vos traditions. Le développement viendra grâce à eux. » C'est pourquoi les habitants ont planté le drapeau français et le drapeau des États-Unis, l'un en face de l'autre. En 1942,
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, la prophétie de John Frum se réalise. L'armée américaine débarque sur Tanna pour y établir une base militaire. Son objectif, lutter contre l'Empire japonais qui est alors allié de l'Allemagne. Cette présence des Américains va être perçue comme providentielle par de nombreux habitants de l'île. Les Américains ont libéré les habitants. Ils étaient libres de vivre selon leurs coutumes, de boire du kava, de se marier selon leurs traditions. Ils avaient récupéré leur liberté. John Frum l'avait prophétisé et cela a nourri leur foi. Dès lors, John Frum est considéré comme un prophète. Les Tannais sont impressionnés par l'armée américaine, ses avions et ses armes sophistiquées qui incarnent la richesse et les promesses annoncées. À l'époque, les Tannais n'avaient que des chevaux ou leurs jambes pour se déplacer. Il n'y avait pas de voiture. De nos jours, les routes ont évolué. Nous avons accès à des aéroports. Tout est en train de changer. Le développement arrive. Ce qui montre que la prophétie s'est réalisée. À partir des années 40, le culte se développe dans tout Tanna et finit par englober la grande majorité de ses habitants, au détriment de l'église presbytérienne et des autorités coloniales. Dans l'est de l'île, Sulphur Bay est l'endroit où le culte s'épanouit le mieux au XXe siècle. Le village d'environ 300 habitants est situé dans ce paysage précaire au bord de l'océan qui peut tout engloutir à chaque instant. La baie du Soufre, c'est le nom que les missionnaires ont donné à cet endroit. Mais son vrai nom, c'est Ipiquel. Ipiquel, ça veut dire pierre. Non loin d'Ipiquel, on aperçoit une forme conique dénuée de végétation. Le Yasour, à la force magique, est en éruption presque continue depuis 800 ans. C'est le volcan en activité le plus accessible au monde. On l'entend constamment gronder et faire trembler le sol. Il abriterait l'esprit de John Frum. La légende de John Frum raconte que dans ce feu, il y aurait des hommes. Des hommes blancs, des hommes noirs, des hommes rouges, des hommes jaunes. Tous sont à l'intérieur. Ce sont eux qui dictent nos lois. Ces hommes sont sacrés et le volcan est sacré. Nous vivons à côté de lui. Parfois, nous en avons peur quand il entre en éruption. Mais la plupart du temps, nous n'avons pas peur de lui, car nous savons qu'il est notre ancêtre. Île de cendres. Il faut apprendre à résister quand on est au bord de ce gouffre. Aux alentours, les habitants font ériger plusieurs croix, peintes en rouge, en l'honneur de John Frum. Quand John Frum est apparu, il leur a dit « Vous n'irez plus à l'église presbytérienne le dimanche, mais vous allez fabriquer une croix rouge qui sera l'objet d'un culte le vendredi. » C'est ça la signification de la croix rouge. Ça a commencé à ce moment-là. En 1957, les Tannais hissent pour la première fois le drapeau américain au milieu d'Ipiquel, une pratique restée courante. Une fois par semaine, c'est le jour de John Frum. Nous hissons le drapeau tous les vendredis. C'est un jour sacré durant lequel nous restons à la maison. Nous n'allons pas travailler au jardin. Nous mangeons. Et le soir, nous pratiquons le culte du vendredi. Nous le célébrons dans cette maison. À travers nos chansons, nous prêchons. Nous nous asseyons, nous écoutons avec un sentiment de joie. Nous dansons. Nous sommes heureux. Je dirais presque que nous respirons. Jusque dans les années 60, pourtant, les autorités coloniales, tant françaises qu'anglaises, interdisent la pratique de ce culte.
Ce n'est que près de 20 ans plus tard, en 1978, qu'est officiellement organisée une cérémonie. Depuis, elle a lieu chaque année tous les 15 février, date supposée d'un retour de John Froome. En 1980, à l'indépendance du pays, le culte devient pleinement légal, mais des dissensions internes apparaissent. Aujourd'hui encore, le mouvement est divisé en plusieurs groupes. Je ne suis pas content de notre situation aujourd'hui, car nous nous sommes divisés et ça ne me plaît pas. Je veux que nous nous rassemblions en suivant le mouvement originel. Nos croyances dans la parole des anciens sont encore fortes. Nous croyons encore à notre relation avec les États-Unis et la France. Quand nous serons dans le besoin et qu'il nous faudra des choses comme de nouvelles routes, des ports ou d'autres aéroports, nous croyons que ces deux pays nous aideront. Parmi les dissidents du mouvement originel, figure un partisan du culte que certains considèrent comme un prophète, Fred Nassi. À l'aube des années 2000, Fred Nassi a déclaré avoir eu des visions de John Froome et a prédit des événements géologiques survenus par la suite. Les divisions entre les disciples du mouvement sont devenues si profondes qu'une partie des fidèles a quitté Sulphur Bay pour un nouveau village construit plus haut, la Makara. Le prophète Fred Nassi a prédit que l'eau allait arriver 6 mois plus tard, et cela s'est vraiment produit. Et donc nous avons interprété cela comme un signe qu'il était temps de changer. Un peu plus de 4600 disciples ont voulu faire évoluer les anciennes habitudes, les comportements hérités du passé, vers de nouvelles pratiques, avec aussi le désir de renouer avec l'Église chrétienne. John est un esprit et il est apparu dans un corps comme le nôtre pour nous parler. Et il réapparaîtra. Un jour, il reviendra. Si l'existence de cette figure messianique de l'île de Tanna demeure un mystère, son culte a permis à son peuple de survivre, de résister et de conserver son âme. On prend la direction de l'Alsace maintenant à Ingwiller où nous attend Justine. Alors si vous avez des œufs frais et une cocotte, vous êtes bien parti pour suivre ces instructions à la lettre. C'est papillé. Le poulailler. Et les poupoules, salut Mélusine. Tu vois là, t'as une star, c'est Mélusine. C'est la seule qui a un prénom. Normalement, elle pond le matin. Ah, regarde, viens voir. On a 2 petits œufs, parfait pour la recette. Les Dampfnudeln, c'est des petits pains à la vapeur. C'est une recette traditionnelle. Je trouve qu'elle est emblématique de la cuisine modeste de l'Alsace du Nord. Allez, on se lance pour les Dampfnudeln. On creuse un puits dans la farine pour pouvoir préparer le levain. Et avant ça, on va faire tiédir le lait pour pouvoir activer la levure. C'est ça aussi que j'aime bien dans ces recettes-là, c'est qu'en principe, on n'a pas trop besoin de mesurer les choses. Hop. Et là, on va en mettre juste un tout petit peu, en fait. C'est juste pour le levain, quoi. On attend que ça gonfle. En principe, un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit, quoi. On va ajouter une cuillère de crème fraîche. Hop, et on va ajouter les œufs. Et on va rajouter le lait. Donc on essaye de tout mélanger pour que ça devienne un peu homogène. Et après, on va avoir une pâte qui quand même est un peu collante. C'est la phase critique de la recette où on se dit « j'ai tout raté ». Alors qu'en fait, non, il faut juste tenir le cap. Ouais, en fait, il faut qu'elle soit souple, très très souple.
La pâte est souple, mais ça, voilà, ça permet que ça colle plus au doigt, quoi. C'est la doublée d'olive. Donc là, on va rechasser un tout petit peu les bulles d'air. Là, il faut que ça fasse ce bruit-là. Voilà. Et là, c'est parti pour une deuxième pousse. Vous avez les mains propres? Vous êtes nettoyé les mains avec du savon? Il faut bien se laver les mains parce que les poules, c'est pas propre du tout. Donc comme ça, je vais pouvoir vous transmettre le façonnage qu'on m'a moi-même transmis. La deuxième pousse a eu lieu. Dégazage. Ah yes. Voilà, on voit qu'elle est vivante. Tenez, je vous donne votre boule. Voilà, moi je garde la grosse. Et on va former les boules entre le pouce et l'index. Et ensuite, on vient la tourner comme ça. Je le refais? Ouais, je veux bien. Alors, faut pas tourner, faut vraiment pincer. Alors, l'idée, c'est de pas trop abîmer la pâte quand même, quoi. Ok, ben ça, on va laisser monter un quart d'heure, 20 minutes. Et en attendant, ben, on va préparer le matos pour la cuisson. Il faut prendre la poêle avec le couvercle. Hop là. Allez. En fait, c'est en même temps cuisiner et ouais, puis avec toutes les vapeurs. Normalement, quand on va l'ouvrir, il y a de la vapeur qui va sortir. Oh. C'est validé. Bon bah team, hein. Bravo Justine. Si vraiment vous voulez la jouer que à l'ancienne, c'est compote. Tu vois là, on n'entend plus que les mouches voler, ça veut dire que c'est réussi. Ouais, ils sont parfaits. S'il y a bien un événement auquel on n'assistera jamais, c'est notre enterrement. Eh bien, j'en connais un en Espagne qui pourtant aurait réussi à le faire. C'est l'incontournable. Le monastère de Yuste, situé dans une sierra d'Estrémadure, a été fondé sous l'ordre de Saint Jérôme. C'est ici, à environ 200 km de Madrid, que le très catholique Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi des Espagnes, a décidé de se retirer du monde en 1557, après avoir renoncé à sa couronne. Monastère de Yuste, où l'homme le plus puissant du monde occidental mit en scène son repos éternel. L'historien Sergio Ramiro Ramirez nous ramène au moment où Charles Quint abdique en faveur de son fils Philippe II. D'une part, il se rend compte que son grand projet d'unification religieuse de l'Europe a échoué et n'adviendra jamais. Notamment car il ne peut plus, à cause de sa santé fragile, accompagner ses troupes. D'autre part, il voit que son fils Philippe est déjà prêt et qu'il peut lui transmettre le pouvoir. Enfin, il est très malade à cause de sa vie passée, de ses voyages permanents, de la quantité de nourriture qu'il a ingérée, de la quantité de bière et de vin qu'il a consommé aussi. Il a la goutte, de l'acide urique et d'autres problèmes de santé. Voyant la fin de sa vie arriver, il comprend qu'il doit se préparer pour avoir une belle mort. L'ensemble monastique de Yuste, loin de l'agitation politique espagnole, est l'endroit idéal pour que Charles Quint coule paisiblement ses derniers jours. Il y vit simplement, accompagné de quelques proches. Son entourage l'aide à chasser et à pêcher dans les étangs. Disons que c'est une vie de retraité. Il a aussi un passe-temps spécial, la mesure du temps. Grâce à son horloger, Juanelo Turiano, qui vit ici, il apprend le mécanisme des horloges, la façon de mesurer le temps, et cela l'obsède.
Charles Quint mesure surtout le temps qui lui reste. L'empereur de 57 ans reçoit encore quelques ambassadeurs, mais la vie terrestre ne l'intéresse plus vraiment. Il veut se préparer pour ce dernier voyage, dont personne n'est jamais revenu, et dont personne ne sait de quoi il est fait. Il médite beaucoup sur la brièveté de la vie, sur le bien mourir, à une époque où l'agonie pour la vie du chrétien était le moment le plus dangereux, car c'est la période où le diable a le plus de possibilités de vous tenter, ce moment de fragilité de l'âme et du corps. Charles Quint participe à tous les offices du monastère. Il a même fait installer une fenêtre à l'intérieur de sa chambre avec vue sur le maître-autel de l'église pour assister à la messe lorsqu'il est alité. Une idée germe alors en lui. Después de realizar varias misas en honor de sus padres, en honor de sus abuelos. Après avoir organisé différentes messes en l'honneur de son père, de ses grands-parents et de son épouse décédée, il réfléchit à la possibilité de réaliser une messe pour son âme, ou plutôt de simuler les messes que l'on réalisera pour son âme lors de ses funérailles. C'est inhabituel, car cela pourrait signifier un excès de vanité, d'orgueil, un excès de culte de la personnalité, ce qui est totalement contradictoire pour une personne qui se prépare au bien mourir. Il consulte alors son théologien attitré pour savoir si ce serait moralement acceptable. Son théologien lui dit que oui, c'est possible. Le prieur du monastère accepte l'idée comme quelque chose de relativement pieux, mais clairement, on parle de l'empereur, à qui il est difficile de dire non. L'après-midi même, la répétition de sa messe d'obsèques est organisée avec les moines et l'ensemble des proches de Charles Quint dans une ambiance lugubre. L'église est tapissée de noir, textile, velours, le tout éclairé à la seule lumière des bougies. Et il réalise une messe de requiem, et tout le monde participe à ce simulacre d'honneur funèbre. Chacun est vêtu de noir, et Charles Quint offre même un cierge. Au XVIIIe siècle, on a un peu romancé cette histoire. On a ajouté que Charles Quint avait participé à la messe depuis l'intérieur de sa propre tombe. Alors que tout le monde était parti, il serait sorti du cercueil, aurait senti l'angoisse d'avoir assisté à ses propres funérailles et aurait agonisé, puis serait mort rapidement. Si Charles Quint est encore en vie après le simulacre, ce n'est plus pour très longtemps. À la fin de l'été, il a une série d'attaques, surtout de gouttes, qui le font beaucoup souffrir. Et on dit aussi que commencent à se manifester les symptômes du paludisme contracté après la piqûre d'un moustique. Et c'est là que commence une longue agonie de 3 semaines. Le 21 septembre, Charles Quint rend son dernier souffle. À Yuste, la simplicité de la messe est respectée. Mais dans le reste de l'Empire, les funérailles organisées sont démesurées. Son fils, Philippe II, fera d'ailleurs déplacer son corps dans le monumental Escorial, panthéon des rois, bien loin de la simplicité du repos céleste, préparé dans le monastère de Yuste. Un peu plus de 44 minutes se sont écoulées et vous avez, j'espère, trouvé la réponse à la devinette. En début d'émission, je vous demandais pourquoi les petits Auvergnats ont longtemps eu peur de se baigner dans la Sioule. Eh bien, c'est parce qu'on leur a raconté l'histoire de l'ogresse de la Sioule. Cette comtesse vivait dans un château en surplomb du ruisseau. Elle kidnappait les enfants et venait les égorger ici pour se baigner dans leur sang. En réalité, si la Sioule a inspiré cette histoire sanglante, c'est qu'au fond des cuviers, ces sortes de baignoires naturelles creusées dans la roche, on trouve une algue rouge sang qui, avec ses reflets pourpres, a longtemps conforté la légende. On a donc évité à des générations de se noyer, mais peut-être pas d'aller des années plus tard chez le psy. Bis bald.